Oui, il est possible qu'on vive un moment historique et qu'on soit dans la situation Passionnant, où, oui. où les Gaulois ont pu se trouver après 50 ou 80 ou un siècle de conquête romaine. Gallia est omnis divisa in partes tres. Unam partem inculunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam Celtae, quia nobis Gallia appellantur. Hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Bonne pucelle fut la lie, belle la vraie Corse, belle Zoane me vaudre la vaincre l'idée inimi, vaudre la faire diable servir. So s'entrelante que sépélito ouvrit les ouiltes s'il y a dit un mot. Main naissantre, tu n'y es mis des notes. Tienne l'olifant, qu'on que perdre ne vaut. S'il fier en léum qui j'aimais fut à or. Frouessait la serre, la tête et les os, en douce les ouiltes, del chef y a mis force, juste à ses pieds, s'il a tresse tournée morte. J'ai encore un tel pâté qui n'est mis de laté que nous mangerons marotte, bec à bec et moi et vous. Il me rate un des marottes, bec et vint parler à vous. Que de jouer un tel capon qui a gros écras crépon, que nous mangerons marotte, bec à bec et moi et vous. Il me rate un des marottes, j'y viendrai parler à vous. Les grandes évolutions de langue sont tout de même très mécaniques. C'est-à-dire, elles obéissent à des causes internes qui ont transformé le latin en français d'une part, en espagnol, en occitan, en catalan, en corse. Ces causes internes, elles continuent à jouer sans arrêt et de façon extrêmement rigoureuse. Le français vient du latin populaire. C'est ce latin populaire, et non pas celui enseigné dans les écoles, qui va se répandre sur le territoire de la Gaule romaine. Le français, à ses débuts, c'est cette langue rustique, cette langue des paysans, cette langue populaire extrêmement mobile par définition. À la fin du Xe siècle, Hugues Capet inaugure la première dynastie des rois de France, avec pour capitale l'ancienne Lutèce devenue Paris. C'est le premier souverain qui n'ait su s'exprimer qu'en langue romane. Le territoire est subdivisé en deux grands ensembles linguistiques. La langue d'Oïl sera parlée dans le nord, alors que la langue d'Oc ne sera parlée que dans le sud. All'entrata del temps clar, ja, per gioiare cominciare, ja, e per giallosi irritare, ja, vol la regina mostrar qu'elle est si amorosa. Cohésion régionale et particularismes provinciaux vont cependant générer des variétés dialectales à l'intérieur des deux ensembles. Mais le fait dominant, c'est qu'en plein centre de la zone d'Oïl, presque au centre géométrique, la royauté qui est installée à Paris, devenue capitale administrative, va jouer un rôle grandissant dans l'histoire de la langue. L'Europe tout entière a été, pendant tout le Moyen-Âge, bilingue.
langue autochtone et latin. Ça, on l'oublie, ça a peut-être été un apport considérable qu'il est difficile de mesurer. Des textes littéraires en ancien français, plus ou moins colorés dialectalement, ont déjà une puissance énorme de diffusion. 4 courants animent ces textes littéraires qui sont ou bien des épopées, des chansons de gestes qui popularisent le roi, voire un grand seigneur en révolte contre lui, ou des romans où sont chantés de grands amoureux comme Tristan et Iseult. Mon ami, d'où vient-on à cette heure? L'écolier lui répondit. De l'Alme, inclite et célèbre académie que l'on vocie Lutèce. Qu'est-ce à dire, dit Pantagruel à un de ses gens. C'est, répondit-il, de Paris. Tu viens donc de Paris? Et à quoi passez-vous le temps, vous autres messieurs étudiants au dit Paris? Nous transfétons la ciguane aux dilucules et crépuscules. Nous déambulons par les compites et quadrivies de l'urbe. Nous despumons la verbocination glaciale, puis coponisons estaberne méritoire. Belle spatule vervecine, perforaminée de pétrocile. Pantagruel, l'un des héros de Rabelais, rencontre un personnage aux portes de Paris. L'invention verbale et la richesse de vocabulaire de François Rabelais, premier écrivain à employer la langue des gens du peuple, lui permettent d'accabler de sa veine satirique les étudiants du début du siècle et leur jargon latinisant. Ce XVIe siècle, ce siècle de la Renaissance est surtout marqué par François Ier, roi de France, qui jouit alors d'un prestige considérable. En 1539, François Ier signe un acte qui a été considéré comme déterminant pour la langue française. Il s'agit de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui prescrit l'emploi du français dans tous les actes judiciaires du royaume. Elle met un terme définitif à l'usage du latin et du même coup, la diffusion de la langue va être exercée par les magistrats qui deviennent des modèles dans l'emploi du français, c'est-à-dire de la langue du roi. L'avènement de l'imprimerie à la même époque va générer un problème qui ne va cesser de se poser au cours de l'histoire du français, l'orthographe. Parallèlement, la langue se pourvoit du vocabulaire abstrait qui lui manquait, d'une grammaire et d'une lexicographie française. On traduit des quantités d'œuvres latines, voire même grecques ou arabes. C'est aussi à cette époque que vont se développer des types de réflexions qui n'avaient jamais existé auparavant, puisque jusqu'alors, le français n'était pas du tout, ou n'était que peu, la langue des clercs, la langue des savants. Mais cette mutation intéressante en soi ne fait qu'amorcer les changements considérables du XVIIe siècle. Richelieu confirme les tendances centralisatrices que nous avons déjà vues se préfigurer au cours des périodes précédentes. En 1635, il fonde l'Académie française, qu'il charge de rédiger un dictionnaire, une rhétorique, une poétique.
Il faut attendre 1694 pour voir apparaître un dictionnaire de l'Académie. Première étape d'une codification officielle de la langue. L'impulsion est donnée. L'Académie française a décidé d'attribuer le prix du roman à M. Alain Bosquet pour Une mer russe, édité chez Grasset, et à M. Pascal Jardin pour Le nain jaune, édité chez Juillard. Le prix sera porté à 40 000 francs, qui seront partagés entre les deux lauréats. C'est une surprise très heureuse. Très heureuse. Voilà. Je suis très très ému. Je vous remercie pour cette déclaration très simple. Je vous signale que également le prix de l'Académie se caractérise depuis déjà pas mal d'années par la qualité de ses lauréats. J'attends qu'un autre prix aligne une liste comparable. Comme main, donner la main, prêter la main, etc., etc. Comme pied et combien d'autres, n'est-ce pas? Oui, mais enfin, je veux dire, il ne les regroupait pas tous. Non, 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 absolument pas. Absolument pas. Bien sûr. Et alors, donc, au cours de l'article, dans le cadre de l'article, dans chaque paragraphe. Comme pour les emplois pronominaux, pour éviter des redoublements de définitions. Pour éviter des répétitions. Il faudrait même pas que ce soit rigide, par exemple, même ça dépend essentiellement. parole alphabétique, vous savez, c'est tellement difficile. Oui, et je pense par exemple que l'Académie française en tant que tribunal de la langue n'a plus actuellement aucun effet. Enfin, je veux dire, son rôle est voisin de zéro. C'est-à-dire que c'est une référence, c'est ça, oui. Mais qui n'a pas de réalité concrète. Pour prendre un exemple précis, le dernier en date des dictionnaires d'Académie, c'est-à-dire des éditions du dictionnaire, puisque c'est le même dictionnaire réédité depuis 1694. Donc le dernier en date est des années 1935. Je ne l'ai pas lu celui-là. Mais c'est à peu près impossible de le lire, sauf à la Bibliothèque nationale, parce que, en fait, il n'a jamais été diffusé.